Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des débats honnêtement les plus brûlants de notre époque. L'intelligence artificielle est-elle vraiment capable de créer de l'art? C'est une question qui passionne, qui divise, mais pour y répondre correctement, on va devoir dépasser les simples opinions de comptoir et s'appuyer sur des bases vraiment solides. Alors, on plonge directement dans le vif du sujet. Oublions 2 secondes le face-à-face habituel, vous savez, entre les technophiles ultra-enthousiastes et les sceptiques qui prédisent la fin du monde. On va plutôt regarder ça à travers une grille de lecture philosophique, beaucoup plus rigoureuse. L'idée, ce n'est pas de débattre pour savoir si une image générée par Midjourney est jolie ou pas, c'est de comprendre si ce processus relève oui ou non d'un véritable acte de création. Et pour ça, notre point d'ancrage aujourd'hui, c'est un concept absolument fascinant du philosophe Paul Ricoeur, la métaphore vive. En gros, pensez à des expressions poétiques du genre le temps est un mendiant ». Ce n'est pas juste une comparaison basique, c'est un véritable événement sémantique. Ça institue un sens qui est totalement nouveau, une étincelle de création pure qui, littéralement, n'existait pas avant d'être formulée. À l'inverse, une métaphore morte, comme le pied de la table, ce n'est plus qu'un cliché, un truc prévisible. Gardez bien cette distinction en tête, elle va nous guider tout au long de notre réflexion. Ce qui nous amène à notre première grande étape. Acte 1, la limite, ou pour faire un peu plus savant, le socle phénoménologique. En fait, pour comprendre si une machine peut créer, il faut d'abord poser les limites de ce qu'elle est capable de faire toute seule. Et là, la différence fondamentale entre l'humain et la machine saute aux yeux. D'un côté, comme le disait le philosophe Edmund Husserl, la conscience humaine vise activement à constituer du sens. Un peintre ne fait pas que reproduire une montagne, il lui donne une signification nouvelle par son geste. De l'autre côté, on a l'IA. Un modèle génératif, ça fait de l'interpolation statistique, ça calcule des probabilités à partir d'une base de données gigantesque pour vous sortir un résultat plausible, mais il n'y a absolument aucune intention de créer du sens. C'est pour ça que la philosophie nous montre que la vraie création, la création authentique, repose sur 4 piliers qui sont strictement humains. D'abord, il y a l'intentionnalité qu'on vient d'évoquer, ensuite la liberté et la responsabilité. Comme l'expliquait Sartre, l'artiste engage sa liberté dans ce qu'il fait. Troisièmement, le corps physique. Créer, c'est une expérience incarnée, c'est ce que nous disait Merleau-Ponty. Et enfin, c'est la capacité d'ouvrir un monde nouveau, de révéler une perspective inédite selon Heidegger. Donc le point vraiment crucial ici, c'est que l'IA laissée à elle-même n'a aucun de ces 4 piliers. Elle n'a ni intention, ni liberté, ni corps, ni monde à elle. Du coup, ce qu'elle produit relève inévitablement de ce fameux concept de Ricoeur, la métaphore morte. Elle ne crée pas d'événements sémantiques, elle fait juste une sorte de réanimation statistique de données du passé. C'est du recyclage de luxe, c'est brillant techniquement bien sûr, mais ce n'est pas une création qui institue un sens nouveau. Alors passons à l'acte 2, le partenariat. Qu'est-ce qui se passe quand on a un véritable couplage humain-machine? Parce que concrètement, quand l'humain et l'algorithme bossent ensemble, c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'idée forte, c'est que l'IA n'est pas un artiste indépendant. Elle agit plutôt comme, je cite, un prolongement transitoire de la conscience. Réfléchissez-y, une IA ne s'active que si un humain en a l'intention, via un prompt ou un code. C'est l'intention de l'humain qui traverse la machine, juste pour un instant, pour aller puiser dans toute cette culture stockée dans le modèle. Mais attention, pour bien saisir ce partenariat, il faut absolument convoquer un mot-clé, le pharmacon. C'est un concept remis au goût du jour par le philosophe Bernard Stiegler. En gros, ça veut dire que la technologie a toujours une double nature. D'un côté, c'est un remède incroyable qui décuple nos capacités créatives. Mais de l'autre, c'est un poison. Pourquoi ? Parce que si on délègue tout à la machine, on risque de s'anesthésier, de perdre notre propre savoir-faire et notre capacité à penser par nous-mêmes. Et on le voit très bien dans la vraie vie à travers différents projets artistiques. Prenons le cas d'Harold Cohen, par exemple. Il a passé 40 ans à programmer et ajuster son système Aaron. Là, l'intention est humaine sur le très long terme, il maîtrise totalement son outil, c'est une vraie démarche créative. Ensuite, regardez Refik Anadol au MoMA. Visuellement, c'est spectaculaire, le geste de base est là, mais le résultat est surtout une énorme interpolation de données institutionnelles. C'est beaucoup plus discutable. Et enfin, on a Ito Steyerl. Elle utilise l'IA carrément pour critiquer l'algorithme lui-même. C'est brillant et là, on a une vraie métaphore vive. Bref, ce qu'il faut retenir de ce partenariat, c'est que, dans les vraies réussites artistiques, c'est l'humain qui tient les rênes. C'est lui qui maintient la métaphore vive et qui crée du sens à travers l'IA. La machine devient un médiateur, un super outil, mais certainement pas un remplaçant. Ce qui nous propulse dans notre troisième et dernier acte, la révélation. L'IA comme un miroir. Eh bien oui, il est temps d'inverser complètement la perspective. Si l'IA ne fait au fond que recombiner des statistiques à partir de choses qui existent déjà, on doit se poser une question beaucoup plus vertigineuse. Qu'est-ce que cette avalanche d'images générées révèle réellement sur nous et sur l'art humain ?
En vérité, l'intelligence artificielle n'invente pas nos problèmes actuels, elle les expose au grand jour, comme un miroir grossissant. D'abord, elle montre qu'aujourd'hui, on a tendance à accepter que quelque chose soit de l'art juste parce qu'une institution le dit, peu importe le sens derrière. Ensuite, elle souligne ce que le philosophe Adorno appelait la pseudo-individualisation. On croit consommer des trucs uniques et personnalisés, mais en réalité, ce ne sont que des variations infinies d'un standard très classique. Et pour finir, ça met en lumière la façon dont notre culture se noie un peu dans ce flux continu et accéléré de contenu. Et voici peut-être la révélation la plus brutale de tout ce décryptage. En industrialisant cette variation à l'infini, l'IA nous force à regarder la vérité en face. Une immense partie de ce qu'on appelle fièrement l'art humain, eh bien c'est aussi de la simple recombinaison, c'est de la métaphore morte. La vraie création, celle qui bouleverse les choses et ouvre un horizon inédit, c'est en fait un événement d'une rareté absolue, même chez nous les humains. Du coup, on se quitte là-dessus avec une vraie réflexion. Oublions l'angoisse de savoir si les machines vont remplacer les artistes. Le vrai défi de notre époque, il est là. À l'ère où les algorithmes peuvent générer des variations à l'infini, comment allons-nous repérer, cultiver et défendre farouchement cette étincelle rarissime et exigeante de la véritable création humaine? C'est la grande question que cette technologie nous force à affronter aujourd'hui.